la norme de performance de l'IFC. Je voudrais seulement dire qu'il y a des chercheurs de l'Université de Queensland ont révélé que les conflits avec les communautés coûtaient des milliards de dollars aux sociétés minières. Il n'y a pas beaucoup de recherches pour les autres secteurs, mais la recherche a révélé que les retards causés par les conflits avec les communautés pourraient coûter environ 20 millions de dollars par semaine pour des projets miniers d'une valeur de 3 à 5 milliards de dollars. La SFI, c'est un investisseur dans les projets. On a beaucoup de projets miniers. Pour nous, c'est un des piliers qu'on fait comme partie de notre due diligence quand on fait des projets dans les pays émergents. Les entreprises réalisent que le conflit est prévisible et aussi pour les entreprises, il est impératif d'avoir une licence pour opérer avec ces communautés pour mener leur opération de façon optimale et fluide. Je vais résumer brièvement l'approche de la FSI en matière de gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux. Nous, à la SFI, je ne sais pas si on est la branche de la Banque mondiale qui travaille avec le secteur privé et toutes notre investissements sont dans le secteur privé et on a un cadre de durabilité pour promouvoir le développement durable et fait partie intégrale de la démarche suivie par l'institution pour gérer les risques. Le cadre se compose d'une politique de durabilité environnementale et sociale, des normes de performance que les entreprises doivent suivre et aussi d'une politique d'accès à l'information que ça c'est IFC, c'est quelque chose qu'IFC doit avoir et pour ça on a tous notre projet sont publiquement publiquement publié, rendu public dans notre website. Les politiques de IFC, ils sont suivis par des institutions financières, par toutes les institutions financières de développement, comme Proparco, DEG, et aussi des autres multilatéraux, et aussi par des banques commerciales. Je vais dire que les normes de performance, on a 8 normes de performance. Toutes les normes de performance incluent les enjeux environnementaux et sociaux. Et là, la norme de performance numéro 1 décrit les systèmes de gestion environnementale et sociale qu'une entreprise doit suivre pour mieux gérer les enjeux environnementaux et sociaux. Là, il y a 3 aspects qui sont l'engagement des parties prenantes, la divulgation continue d'informations aux communautés affectées et les mécanismes de règles de grief. Les 3 doivent être mettre en place par des entreprises. Et pourquoi? Parce que ça aide à mieux régler la communication avec les parties prenantes. Pas seulement les communautés, mais aussi des autres parties comme le gouvernement, les travailleurs et aussi peut-être des ONG ou des civil parties. Comme ça, ces 3 aspects, on essaye que toutes les entreprises avec qui on travaille les met en place. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que la norme de performance sont des requériments que IFC place à toutes les entreprises qui sont notre client. Et ça, c'est partie de notre loan agreement, du contrat des contrats de prêt
Et ça, on suivit, chaque année, on suit l'implémentation l'implémentation de ces normes de performance. Ok, comme ça, c'est seulement, je voulais brièvement décrire qu'est-ce qu'on fait avec la norme de performance. Et maintenant, je donne la parole à Leila Benhassim. Bonjour à toutes et à tous. Mais là, je ne vois pas les slides. Donc, tout d'abord, permettez-moi de remercier toute l'équipe de l'association RSE et PED pour m'avoir accordé cette occasion d'intervention sur la thématique dialoguer et informer les communautés pour respecter leurs droits et créer une relation positive. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les attentes des communautés en Tunisie et les pratiques managériales des entreprises tunisiennes. Donc, l'objectif, c'est de comprendre les revendications communautaires et les comportements des entreprises tunisiennes face à ces revendications. J'aimerais commencer par des constats théoriques à travers une revue de littérature, des travaux académiques et qui démontrent que l'engagement communautaire, il a été considéré comme une partie ou une dimension discrétionnaire et philanthropique de la RSE. Et surtout dans les pays en voie de développement. En fait, la littérature sur la RSE, elle a eu la tendance de sous-conceptualiser la communauté locale comme partie prenante. Et la définition de la communauté reste encore floue dans la littérature. Alors, les recherches qui ont été menées sur l'engagement communautaire des entreprises ont montré que l'engagement communautaire, il permet d'accroître la légitimité et d'obtenir ce qu'on appelle le permis social d'opérer et d'assurer aussi la survie organisationnelle. Mais il faut noter que ces travaux aussi soulignent que la communauté, c'est l'une des parties prenantes de l'entreprise qui sont les plus difficiles à identifier puisqu'on parle des communautés et ces communautés peuvent être composées de plusieurs acteurs. Pour le cas précis de la Tunisie, les événements inattendus du soulèvement populaire de décembre 2010 et de janvier 2011 ont surpris les observateurs et a engendré une crise économique et sociale ainsi qu'un changement de rapport de force dans le pays et à la montée de la société civile et à une certaine faiblesse de l'État. Et cette faiblesse de l'État a placé les entreprises tunisiennes ou certaines entreprises tunisiennes dans une phase caractérisée par une forte incertitude. Plus particulièrement, il y a certaines entreprises qui ont subi une augmentation exponentielle des manifestations de la part des communautés qui vivent à proximité de ces entreprises. Ces communautés, elles remettent souvent en question les pratiques sociétales et revendiquent surtout leurs droits au travail et aux richesses naturelles. Et ça limite les entreprises à l'accès aux ressources stratégiques qui sont nécessaires pour la survie de ces entreprises. Exemple de manifestations, il y a eu des revendications sur les sites, une prise en otage parfois, un blocage d'activités, etc. Ces revendications communautaires et ce chantage ont été utilisés par certaines communautés comme un moyen de pression, mais aussi pour voir leurs revendications satisfaites. Ceci est allé jusqu'à presque le blocage des entreprises, que ce soit des entreprises qui sont privées ou publiques. Alors, ces entreprises, elles se sont trouvées alors de s'engager envers leur communauté et d'investir dans des rôles traditionnels qui sont parfois joués par les gouvernements. Et malgré les programmes d'engagement communautaire, certaines entreprises
ne cessent de subir des pressions, même aujourd'hui, et une remise en cause parfois de leur légitimité. Alors, les revendications post-révolution ont permis aussi d'identifier que les communautés sont une partie prenante prioritaire. Et donc, cette partie prenante peut s'avérer aussi urgente parce que les revendications sont de plus en plus menaçantes. Alors, ces communautés méritent donc plus d'attention des managers tunisiens, surtout qu'elles sont devenues de plus en plus menaçantes pour ces entreprises. Mais là, les managers ou certains managers donc des entreprises ont pu atténuer ce pouvoir grâce à une communication bilatérale qui a été faite d'une manière très intense et qui a permis de mettre en œuvre un engagement communautaire efficace. Alors, là, je donne un exemple ou quelques exemples d'entreprises tunisiennes qui ont subi des revendications communautaires donc, à partir de 2011. En fait, on peut citer l'exemple de la compagnie des phosphates de Gafsa. C'est une compagnie qui est située au sud-ouest de la Tunisie. Donc, cette compagnie, elle a été complètement paralysée par les revendications communautaires de la zone du bassin minier. Et cette compagnie a subi des suspensions, des opérations de production qui est due aux manifestations des communautés. Un autre exemple, aussi les entreprises, surtout les sociétés pétrolières, ont subi ce qu'on appelle la campagne Où est le pétrole et qui a pris de l'ampleur et elle a aussi suscité une très grande polémique autour des richesses naturelles de la Tunisie en hydrocarbures et de leur exploitation par les compagnies étrangères. Le cas aussi de Petrofac. Petrofac, c'est une entreprise aussi pétrolière située au sud tunisien, sud-est tunisien, dans la zone de Sfax. Et donc, cette entreprise a subi aussi une crise sociale et a connu aussi plusieurs bouleversements en 2015 et en 2016. Et malgré aussi la signature d'un accord avec les protestataires, les autorités même régionales de Qarakna, qui est la zone où se situe Petrofac, cette entreprise étrangère, donc les autorités aussi régionales, ils se trouvent parfois incapables à établir une certaine paix sociale et les chômeurs, surtout donc là les communautés, les chômeurs bloquent surtout la production à chaque fois qu'ils protestent. Un autre exemple aussi, le sit-in de le Camour. Donc là, le Camour, c'est une zone aussi pétrolière qui est située au sud tunisien, dans la zone de Tataouine. En fait, dans cette manifestation, donc c'est une manifestation qui a duré plusieurs mois, et les jeunes protestataires donc, de Tataouine, de cette région du sud, revendiquent essentiellement que 20% par exemple de la production pétrolière soit consacrée à l'impulsion du développement de la région de Tataouine et aussi le recrutement d'un membre de chaque famille pour les sociétés pétrolières opérant dans la région. Donc les attentes des communautés en Tunisie, elles sont de différents types. En fait, les attentes sont de type économique, social, environnemental et parfois éthique ou de lutte contre la corruption. Pour les attentes économiques, ces attentes portent essentiellement sur des attentes pour des projets de développement régional, tout ce qui est développement de l'infrastructure, développement de la santé, des institutions qui créent donc de l'emploi dans ces zones-là, etc. Alors, pour les attentes sociales, ça concerne essentiellement le recrutement au sein des sociétés sises dans les régions, là où se trouvent donc ces citoyens. Les attentes aussi environnementales, donc ces attentes se sont manifestées principalement par des grèves régionales
Et ces grèves ont mis en garde donc, contre la détérioration de la situation environnementale dans les régions à cause des activités minières principalement et tous les impacts de ces activités minières. Les attentes en matière de lutte contre la corruption et donc de type éthique. Donc là, l'exemple pour la campagne Où est le pétrole? Cette campagne, par exemple, elle appelle le gouvernement à faire preuve de plus de transparence sur le secteur de l'énergie et sur l'octroi des permis pour l'exploitation des gisements pétroliers. Exemple, donc, face à ces revendications et face à ces manifestations donc, des communautés, les entreprises donc, ont réagi et voici donc quelques exemples de pratiques d'entreprises tunisiennes envers les communautés. En fait, ça porte essentiellement sur des projets sociaux, sur le recrutement principalement, sur des projets environnementaux et sur des activités culturelles et sportives dans les régions. En fait, les projets sociaux, ça concerne principalement la contribution au financement des investissements pour des jeunes créateurs et des jeunes promoteurs d'entreprises. Les actions de recrutement concernent principalement donc, les citoyens qui sont dans les régions là où les entreprises pétrolières ou minières sont installées. Les projets environnementaux, donc là, il y a différents niveaux d'implication pour ces projets. Et donc, il y a les entreprises, donc là, essayent d'intégrer une préoccupation environnementale dans leur stratégie, une mise en œuvre d'un système de management environnemental qui permet de protéger un peu donc l'écosystème environnemental, l'écosystème donc là où les entreprises sont en train d'opérer, et une implication dans un système de responsabilité sociale et environnementale, et parfois aussi une mise en application et une mise en place des actions ponctuelles dans les régions. Et enfin, donc, les activités culturelles et sportives, ça concerne principalement des activités de sponsoring, des événements régionaux qui sont organisés donc, par que ce soit des composantes de la société civile ou encore par les institutions régionales. Donc, pour finir, donc, j'aimerais en fait donner quelques recommandations à ces entreprises tunisiennes qui ont subi donc ces revendications communautaires. En fait, la communauté ou les communautés doivent être considérées comme une partie prenante prioritaire et non pas une partie prenante secondaire, puisque les demandes peuvent être donc parfois menaçantes pour les entreprises. Donc, premièrement, les entreprises, elles sont appelées à faire une analyse approfondie de leur processus d'engagement envers les communautés. En fait, il faut voir qu'est-ce qui évolue, pourquoi et comment. Et donc, il faut justement, les entreprises là, donc il faut que ces entreprises essayent de comprendre sur quoi l'entreprise, elle peut agir pour influencer donc, le processus communautaire et en fonction, bien sûr, de l'évolution des attentes de cette partie prenante. Et il faut aussi savoir comment agir sur tel ou tel levier d'engagement communautaire. Ensuite, il est recommandé aussi aux entreprises tunisiennes de conduire une communication bilatérale intense et qui serait capable, donc cette communication, elle serait capable de mettre en œuvre un engagement communautaire efficace et qui peut être bénéfique, que ce soit pour l'entreprise ou aussi pour les communautés locales. Et puis, une étude aussi anthropologique des particularités tribales, surtout du sud tunisien, ça permet aussi de favoriser une meilleure compréhension des communautés. Et donc là, il faudrait parfois prendre les communautés au cas par cas pour voir quelles sont les spécificités culturelles et quelles sont les spécificités anthropologiques de ces communautés qui sont parfois représentées par des tribus. Et enfin, il faut aussi prendre en considération les communautés en tant que citoyens individuels et non pas en tant que groupe d'individus. Et là, il faut justement considérer donc les droits
donc individuelle pour chaque citoyen de ces communautés, et ça pourrait aussi amener à de meilleures pratiques d'engagement communautaire. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci Leila pour votre présentation. C'est une présentation très intéressante et vous avez aussi soulevé des points importants comme l'identification des parties prenantes et leurs préoccupations. Ça, c'est un point qu'on ne voit pas beaucoup dans les entreprises qui travaillent dans les pays émergents. La deuxième chose que vous avez aussi soulevé, c'est d'établir des relations régulières avec les groupes plus importants. Et c'est important d'écouter leurs attentes aussi. Et un autre point que vous avez aussi soulevé, c'est les partages, non seulement de l'information, mais aussi les partages des bénéfices des entreprises Tout à fait. dans les entreprises avec la communauté et aussi avec les travailleurs. Une question que j'ai pour le chat, il y a une question qui dit les revendications des communautés tunisiennes ont touché aux aspects sociaux plus que environnementaux. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous dire des détails pourquoi c'est plus des enjeux sociaux que des enjeux environnementaux? Environnementaux, d'accord. D'accord. En fait, là, les revendications des communautés envers les sociétés, ça reflète les demandes et les demandes et les revendications qui ont été faites aussi au moment de la révolution de l'entreprise tunisienne. Et c'est pourquoi ces revendications tunisiennes envers les sociétés et envers les entreprises sont portées principalement sur des revendications qui sont de type social, et parce que ça reflète justement les demandes qui ont été soulevées pendant la révolution tunisienne, et c'est pourquoi donc ça a été reflété, ça a été transposé donc au niveau des entreprises par exemple pour ce qui est demande de recrutement, pour ce qui est demande d'intégration donc dans ces entreprises-là, parce que parmi les demandes de la révolution, c'est la lutte contre le chômage, c'est le travail, c'est ça. Donc c'est pourquoi donc ces revendications sont d'ordre social principalement. Merci Leila. Il y a aussi beaucoup de questions demandant le rôle de l'État. Et moi, je vois ça beaucoup dans des projets que j'ai fait, le rôle de l'État et le rôle de l'entreprise. Parce que normalement, il y a un contrat entre l'entreprise et l'État, et ça vient des impôts, des choses qu'on a là. Et là, l'entreprise, elle dit, OK, je fais cet contrat avec l'État et je donne l'argent pour l'État, et comme ça, c'est l'État, c'est le rôle de l'État de faire tout le développement avec les communautés, avec les travailleurs. Moi, je suis seulement l'entreprise et je dois faire ça. Comment est-ce qu'on voit ça? Parce que ça c'est un enjeu, et ce n'est pas seulement en Tunisie, ça c'est dans tous les pays en développement. Le rôle de l'État et le rôle de l'entreprise. Et comme ça, quelquefois, c'est flou et effectivement. Oui, effectivement. Là, pour ces communautés, surtout pour les jeunes qui sont en état de chômage, ils voient les entreprises, surtout les entreprises publiques, c'est le représentant de l'État.
Et c'est pourquoi ils revendiquent, donc ces jeunes-là, ils revendiquent leur droit au travail, non pas à l'État directement, mais à ces entreprises-là, parce qu'il y a une certaine confusion justement entre le rôle de l'État et le rôle de ces entreprises, surtout les entreprises publiques. On a une certaine confusion entre ces entreprises publiques et l'État, donc, qui son rôle principalement justement, c'est de garantir un certain emploi, par exemple, pour ces jeunes ou pour l'insertion de ces jeunes pour l'emploi, mais surtout les communautés qui sont dans ces zones-là, dans les zones minières et dans les zones pétrolières, ne voient que ces entreprises pétrolières ou ces entreprises minières qui sont là, leur source pour avoir un emploi et pour garantir du travail dans ces entreprises-là.